Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Damoiseaux, damoiselles, mesdames et messieurs, chers amis du bonheur, c'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous parce que nous croyons au sein de la radio-télévision Caraïbe que chaque livre est une grande histoire d'amour. Nous croyons dans l'équipe de la radio-télévision Caraïbe que chaque livre est une occasion qui nous est donnée pour sauver sa peau, pour sauver le monde, pour fabriquer de l'avenir. Aujourd'hui, à cette émission, je vais recevoir une femme qui fait de la poésie forcément et sûrement pour aimer, pour qu'elle s'aime elle-même, pour qu'elle aime le monde, pour qu'elle participe à créer une sphère commune de poésie et de citoyenneté. Madame s'appelle Rivage. Peut-on avoir un nom de famille plus abouti poétiquement que celui-ci? Comme prénom, elle répond au prénom de Shirley. Madame est sur mon plateau. Nous allons parler poésie tout en respectant le squelette de l'émission Délivrez-vous. Voici la rubrique Temps Poème. Dans la rubrique Temps Poème aujourd'hui, je vais vous lire Gaston Miron. Gaston Miron qui est un poète québécois, qui est la figure tutélaire de la poésie québécoise. Un grand nom que je vous invite à découvrir. Gaston Miron qui a publié L'Homme rapaillé, un texte qui lui a pris plus d'une dizaine d'années de sa vie. Avec toi, je voudrais t'aimer comme tu m'aimes, d'une seule coulée d'être, ainsi qu'il serait beau dans cet univers à la grande promesse de Sphinx. Mais voici la poésie, les camarades, la lutte. Voici le système précis qui écrase les nôtres. Et je ne sais plus t'aimer comme il le faudrait, ainsi qu'il serait bon ce que je veux te dire, je dis que je t'aime. L'effroi s'en mêle à l'eau qui ourle tes yeux. Le dernier cri de ta détresse vrille à ma tempe. Nous vivons loin l'un de l'autre à cause de moi, plus démunis que pauvreté d'antan et militants. Ceux qui s'aimeront, agrandis hors de nos limites, qu'ils pensent à nous, à ceux d'avant et d'après, mais pas de remerciements, pas de pitié, par amour. Pour l'amour, seulement de temps en temps. Ah, l'amour est aux hommes qui en furent éloignés. Ce que je veux te dire, nous sommes ensemble, la flûte de tes passages, le son de ton être, ainsi que frisson d'air dans l'hiver. Il est ensemble au mien comme désir et chaleur. Je suis un homme simple, avec des mots qui peinent, et je ne sais pas écrire un poète éblouissant. Je suis tué, 100 fois je fus tué, un tué rebelle. Et Jeanne à me traîner pour aller plus loin. Déchéance est ma parabole depuis des suites de pères. Je tombe et m'agrippe encore. Je me relève et je sais que je t'aime. Je sais que d'autres hommes forceront un peu plus la transgression. Des hommes qui nous ressemblent, qui vivront dans la vigilance notre dignité réalisée. C'est en eux, dans l'avenir, que je m'attends, que je me dresse, sans qu'ils le sachent, avec toi. Gaston Miron, L'Homme rapaillé, un illustre poète québécois que je vous invite à découvrir, chers amis du bonheur. Et pour l'instant, permettez, mesdames et messieurs, que les tambours s'enchaînent parce que la poétesse, linguiste de son état, bibliothécaire de son état, femme sublime de son état, est sur mon plateau. Je vous laisse respirer. Shirley Rivage est à vous dans quelques instants. Allez, respirez.
Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Délivrez-vous aujourd'hui avec Shirley Rivage, mais aussi avec une particularité dans le décor. C'est l'œuvre de mademoiselle Iris Joseph que voici, cette forte dame de la génération des Grandes V, au Capois. Quel restaurant fameux qu'on connaît tous, qui nous a concocté, à Shirley et à moi, ce fameux jus d'avocat. Je ne pensais pas que ça pouvait être dans l'ordre des possibles. Un jus d'avocat, il faut dire que toute l'équipe s'en régale, et particulièrement Alphonse, le réalisateur. Merci à Iris qui nous a fait... Je suis désolé, je suis un extravagant, qui nous a fait un petit jus d'avocat. Iris Joseph, que madame s'appelle, et qu'est-ce qu'elle est? Sublime. Shirley Rivage, modèle. Déjà l'orthographe, c'est déjà un vouloir dire. C'est déjà une prise de position esthétique et politique. Modèle. Pourquoi ça s'écrit comme ça? Pourquoi mot pourrait bien s'écrire M-A-U-X? Pourquoi d'elle aurait pu s'écrire avec elle le pronom personnel? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi madame commence à bouleverser l'ordre établi déjà par le titre? Est-ce que c'est parce que madame s'appelle Rivage? On ne sait rien. Bonsoir madame. Bonsoir à tous ceux et toutes celles qui vont écouter cette émission, qui vont regarder cette émission. Bonsoir à toi, D'Angelo Neyar, et merci de m'avoir invité à cette belle et grande manifestation culturelle et intellectuelle conspirée autour du livre et du partage. En fait, modèle, comme tu le dis, c'était pour créer un peu de confusion dans la tête des gens. Quand ils entendent modèle, ils allaient se dire, est-ce que modèle, c'est modèle comme les mots, les douleurs? Ou du moins, est-ce que modèle, c'est les mots qui font les phrases, avec elle comme pronom personnel, comme tu l'as dit. Mais vraiment, c'était vraiment pour jouer sur l'intelligence. Ou est-ce que c'est modèle comme mannequin, modèle qui pose? Voilà, comme quelqu'un qui pose. Mais vraiment, c'était pour inciter l'intelligence des gens par rapport au titre. Donc, quand ils entendent modèle, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Voilà, c'est dans cette perspective-là que j'avais pensé à mettre ça comme modèle, des mots qui ont des ailes, mais pas tout à fait des ailes, parce que c'est aussi des mots qui dit ma douleur, qui dit mon désespoir. Donc c'est un peu aussi des mots qui sont lourds, donc pour avoir des ailes, tu comprends? Donc, absolument. Shirley, avant de voir ces mots d'elle, on va peut-être voir aussi l'une des portes qui ouvre sur tes passions les plus profondes. Tu es linguiste, Shirley. Donc tu as décidé dans ta vie d'étudier les langues. Et pourquoi une jeune femme décide d'étudier les langues? Pourquoi cette passion pour la linguistique? Commençons par cette partie de ta vie. En fait, c'est une passion qui s'est venue suite à une rencontre que j'ai faite avec un ami qui, lui aussi, a été un ancien de la faculté linguistique appliquée de l'Université d'État d'Haïti. Et puis, dès 7e année fondamentale, j'ai toujours aimé l'anglais et j'ai appris à parler l'anglais toute seule. Et puis, en seconde, j'ai rencontré mon ami qui est à la faculté linguistique appliquée, qui était à cette époque. Et puis, il m'a conseillé de me faire inscrire après mes études secondaires en linguistique. Mais avant, je ne savais pas que la linguistique, c'était quelque chose beaucoup plus large que les langues en soi. Donc, et puis, je pensais tout simplement que c'était en entrant à la faculté de linguistique que j'allais avoir cette capacité, ou du moins, j'allais apprendre beaucoup de langues étrangères. Et puis en arrivant là-bas, c'était vraiment tout à fait différent. Et je me suis dit que c'était pas mal de faire cette découverte parce que la linguistique est beaucoup plus large. Elle permet d'avoir une vue sur
presque toutes les sciences dans le monde. Et aussi, c'est cette science qui permet aussi d'étudier les structures des langues, mais pas en réalité d'apprendre les langues étrangères. Ça, c'est intéressant comme nuance pour beaucoup de jeunes qui regardent cette émission et qui sont intéressés peut-être par la linguistique. Donc, quand vous allez là-bas, vous n'allez pas étudier le chinois, voilà. On va plutôt dans la description, la syntaxe des langues, la sémiologie, la phonologie, tout ça, la morphologie. Que tu fais comme linguiste. Voilà. Mais du coup, Shirley, est-ce que tu définirais un ou une linguiste comme étant un philosophe du langage? Ah oui, oui. Je dirais que c'est un médecin de la langue, tu vois. Quand je dis de la langue, c'est la langue ordinaire, la langue de façon générale. C'est un philosophe, comme tu l'as dit, du langage. Mais pour toi qui es dans ce bain-là, ça t'a pris quand même quelques années dans ta vie pour étudier ça, pour aller suivre tes cours. Et si un adolescent, un jeune garçon de 16 ans qui est en seconde te demande à toi, linguiste, Shirley Rivage, qu'est-ce qu'une langue de ton point de vue comme linguiste? Qu'est-ce que tu répondrais? Bon, c'est une question assez embarrassante parce que là... Qu'est-ce qu'une langue? Qu'est-ce qu'une langue? Tout le monde parle une langue, le créole, l'anglais, l'espagnol. Oui, tout à fait. Et il y a plein de langues, il y a beaucoup de langues. Qu'est-ce qu'une langue? Je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je dirais qu'une langue, c'est cette capacité qui vous permet d'articuler, qui vous permet de vous exprimer. Voilà. C'est l'outil, ou du moins le moyen que tu as, ou du moins le canal que tu as pour exprimer vos pensées, vos idées, voilà, véhiculer ce que tu as à dire au monde. Alors ça, c'est ton point de vue de linguiste. Ouais, ça, c'est maintenant, mon point comme de vue. poétesse, Shirley Rivage, si le même adolescent te demande qu'est-ce qu'une langue, de ton point de vue de poétesse? De mon point de vue en tant que poétesse, ce que j'aime pas trop dire, j'aime pas trop m'appeler poétesse, parce que là, c'est... Tu as quand même le statut, oui, n'est-ce pas? oui, en fait, il y a quelques incertitudes par rapport au recueil de poèmes que j'ai lus dans ma vie. Donc ça m'a fait demander, est-ce que vraiment je suis à ce niveau-là de me targuer de poétesse? En fait, je dirais que en tant que poétesse de mon état, je dirais qu'une langue, c'est la façon d'exprimer ce que le langage ordinaire n'arrive pas à dire. Tu vois? Donc, c'est une façon extraordinaire de faire passer un message. J'aime beaucoup le mot extraordinaire, dans le sens où ce qui n'est pas de l'ordre de l'ordinaire. Voilà, ce qui n'est pas de l'accessible du premier degré. Du premier degré, donc, voilà. pour toi, la mission de la poésie, c'est de sublimer le langage ordinaire, du premier degré. Oui, tout à fait. On va rentrer dans ta poésie. Au lit triste de cette rivière, un rêve coule encore, titubant à la chute des pierres endolories des traces fugitives. Un temps mort, on a vu naître l'ivresse des papillons, et dans cette nuit, je pars à la conquête de ce rêve immuable. Poème inédit, sous mes doigts frigides en étincelles de mots, je suis le trépas d'une bouffée de phrases mal faites. Comme un testament, une sueur d'abasie, poème cousu à main levée au visage du vent, incertitude d'un temps posthume. Moi, j'ai beaucoup aimé le poème qui est cousu à main levée. Ça me permet de te demander, est-ce que toi, comme poétesse, tu te considères comme un artisan du style? Est-ce que pour toi, le poème, c'est une fulgurance, ça t'arrive comme ça? Ou est-ce que tu es un artisan? Est-ce que tu travailles chaque phrase? Est-ce que tu épuises, tu es pur, tu corriges, tu mets en forme? Comment toi, tu composes ta poésie? Je crois que chaque personne qui s'adonne à la littérature de façon générale, et même à la poésie, c'est un artisan du langage, un artisan de son art, de ce qu'il fait. S'il est dans le domaine de la peintre, s'il est dans le domaine de l'écriture aussi, de la poésie, donc il est un artisan de ce qu'il fait. Donc l'esthéticité qu'il met dans tout ce qu'il fait, la façon de faire, la façon d'organiser tout ça, c'est un artisan. Je dirais que c'est un artisan. Et moi aussi, je suis dans cette perspective-là, je suis dans cette lignée-là parce que ça m'arrive tout le temps d'écrire un poème
Et puis, en relisant le poème, je trouve qu'il y a des petites choses à arranger, à nuancer, à enlever tout. Parfois, il y a ça aussi à enlever, des petites phrases qui ne sont pas trop bien adaptées ou au contexte comme adapté, tout ça. Donc, ce qui fait que je dirais, oui, quelqu'un qui écrit, ou du moins qui est peintre, c'est un artisan. Ouais. Il faut toujours revenir Un artisan du langage, sur son travail. Il faut toujours revenir sur son travail. Ouais. Une encre au bout de ma langue, je réinvente ce monde en mal d'os, cri suspendu entre deux doigts malades. La réinvention du monde. Est-ce ce travail-là que la poésie s'est toujours proposé de faire? Est-ce que le monde tel que nous le connaissons est insuffisant? Est-ce que ce monde est incomplet? Et la poésie serait cette épice qu'on ajoute au monde afin de le refaire, afin de recréer le monde. Oui, je ne dirais pas comme le poète français Jean-Pierre Siméon qui a eu l'idée de cette fameuse phrase. C'est même un titre d'un recueil, pas d'un recueil, mais d'un essai qu'il a publié. La poésie sauvera le monde. Moi, je ne dirais pas ça comme ça, mais la poésie peut réinventer le monde. Une poésie qui est insoumise, une écriture poétique insoumise, une poésie capable d'éveiller la conscience humaine peut réinventer le monde. Une poésie qui voit tout le monde sans comment je peux dire ce mot, sans exclusion, là le mot me vient maintenant, sans exclusion, c'est une poésie qui déjà part qui s'inscrit dans une démarche ou dans une approche de réinventer le monde. Alors, donc, je me demande, Chali, est-ce que la poésie réinvente le monde dans lequel nous sommes ou est-ce que la poésie crée un monde parallèle? Parce qu'on a comme l'impression que le monde dans lequel nous sommes n'a pas besoin de poésie. Les gens sont intéressés par un management du résultat, les gens sont derrière l'argent, les gens veulent le succès, les gens veulent un travail, les gens sont très pris dans des méandres de vie qui courent totalement vers un résultat intéressé. On a comme l'impression que la poésie a un régime de fonctionnement qui n'est pas dans cette dictature du résultat, dans cette dictature de la performance. Donc comment, à ton avis, la poésie, ta poésie, peut vivre dans un monde qui court à 1000 à l'heure vers l'argent, le résultat, le succès? Je crois que l'idée, ce n'est pas de créer un monde parallèle, de créer deux mondes, mais c'est plutôt de réorganiser ce monde-là. Et aussi de voir, parce que là, quand tu dis que les gens s'y sont pris dans une sorte de méandre, oui, il y a le résultat, tout ça, mais écoute, il faut rappeler aussi qu'il y a des poètes, de grands poètes qui se sont engagés politiquement, ou du moins professionnellement, mais qui continuent à faire de la poésie, qui continuent à écrire de la poésie, qui continuent à donner ses verbes, sa part d'amour, leur part d'amour à l'humanité. Donc, je crois que dire... je crois que ce n'est pas nécessairement d'avoir un monde parallèle. C'est plutôt créer un monde ou réorganiser ce monde de façon à ce que tout le monde, tout un chacun, peut vivre de manière paisible. Absolument, vivre de manière paisible en trouvant sa part d'amour. Notre part d'amour, cher Le Rivage, on a eu sur ce plateau avec notre jus d'avocat, ce jus composé par Madame Iris Joseph, qu'elle s'appelle. Déjà, son prénom est tout aussi poétique que notre famille. Iris, qu'elle s'appelle, Trois Rivages. Écoutez, nous sommes sur un plateau éminemment poétique. Et ce jus d'avocat, moi j'en raffole, c'est trop bon. Vous êtes sur Délivrez-vous, mesdames et messieurs. C'est Délivrez-vous qui débarque chez vous. Je vous laisse respirer. Mon invité a écrit modèle. Allez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile.
La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Vous êtes toujours sur la télévision Caraïbe à l'heure de l'émission Délivre. Et vous, délivrez-vous pour vous délivrer, délivrez-vous pour vous ouvrir toutes les poches du monde. Délivrez-vous parce que tout le monde a droit au bonheur et il doit y en avoir assez pour tout le monde. Le ciel, il est vaste. Il y a dans ce ciel, dans ce firmament, assez de place pour tout le monde, assez de place pour toutes les étoiles. Et la poésie est une étoile dans cette flopée d'étoiles qui sont dans la galaxie. Une encre au bout de ma langue, je réinvente ce monde à mal d'os, cri suspendu entre deux doigts malades. Au silence de ma plume, je redessine ton insomnie, au lendemain furieux, embryon d'une vie inachevée. Des lettres ambulantes, des extraits de mots, des nuits mensongères. Illusion, faute, orgie des mots. Je vis ta peur, j'ai vécu ta moque seule, au redonner des minuits, à pierre tombale, trop. Trop de gestes, incestes, semés à chaque coin de rue. Trop de cris pour habiller l'aube sans fleurs. J'entre et je sors, corps pendu à rebours au revers de la mort. Corps pendu, nous sommes au revers de la mort, nous entrons dans un monde quelque peu obscur. Nous entrons dans un monde où la mort rôde dans les parages. Est-ce que pour toi, un poème peut mourir, cher Dérivage? Est-ce qu'un poème peut mourir? Bon, cela va dépendre. Comme il y a des langues qui se meurent, les langues peuvent mourir. Parce que s'il y a, à un moment donné, il y a des gens qui ne parlent plus cette langue-là, ça va être une langue morte. Et un poème, le poème ne peut pas mourir, mais plutôt, est-ce que je pourrais peut-être dire plutôt que l'élan poétique peut-être peut mourir, mais le poème qui est déjà écrit, lu, récité, vécu, comme aurait dit Edgar Morin, c'est déjà ça. Ça a déjà laissé son empreinte dans le passage du monde. Donc, je ne pense pas que ce serait facile comme ça pour un poème de mourir. Peut-être l'élan poétique peut mourir, mais le poème, non. Est-ce que tu penses que le poème a une existence propre, objective, qui ne dépend pas de sa lecture? Est-ce qu'un poème peut vivre sans que personne ne l'ait lu? Est-ce que le poème, a cette intériorité, son êtreté, qui lui permet, d'être dans le monde et sans qu'il ne soit lu? Non, je crois que le poème d'abord est destiné à être lu, à être récité. Donc du coup, si ce poème-là n'est pas lu, donc c'est un poème qui est, je peux dire, qui est mort. C'est un peu contradictoire par rapport à mon point de vue de tout à l'heure. Mais parce que là, déjà, l'idée fondatrice, c'est que c'est un message qu'on envoie. Ouais. Donc, on envoie un message à qui? Donc, il y a un destinataire, il y a quelqu'un qui va recevoir ce message. Donc, si ce message-là n'arrive pas à aboutir à point, donc là, il y a un problème. Ouais. Comme tu aurais dit dans ton domaine, il y a un brebis dans la communication. Oui, tout à fait. Il y a un brebis dans la communication. Et peut-être que c'est ça, je pense que ce que tu poses là comme question est assez intéressant dans la mesure où aujourd'hui, avec ce courant de la poésie contemporaine qu'on a, ce n'est pas la poésie classique, mais aujourd'hui on est dans la poésie contemporaine, beaucoup de jeunes ne comprennent pas la poésie contemporaine. Ils peuvent lire la poésie contemporaine, mais n'en comprennent rien. Donc c'est pour cela que j'ai créé aussi Banquet Poétique. C'est dans cette perspective-là
de promouvoir la poésie contemporaine, d'aller dans les écoles, faire des ateliers d'écriture autour de la poésie contemporaine et des lectures aussi. C'est bien que tu en glisses un mot là comme ça. Ça peut permettre aux gens qui nous regardent là maintenant de savoir qu'est-ce que tu as aussi comme militance pour la poésie, pour la littérature. Qu'est-ce que Banquet Poétique chez Ali Rivage? Oui, en fait, Banquet Poétique, c'est une structure qui évolue en ligne, plus précisément sur Facebook pour l'instant. Mais à l'avenir, on pense créer un site web, héberger Banquet Poétique sur un site web. Ce que Banquet Poétique se propose comme une structure qui œuvre dans la promotion de la poésie contemporaine haïtienne et étrangère. Donc c'est pour ça qu'on a pour slogan de la poésie pour une meilleure santé collective. Donc c'est déjà le banquet, tout le monde est convié dans le banquet, tout le monde doit avoir sa place dans le banquet. On peut toujours se resservir. On peut toujours se resservir, tout à fait. Donc, dans ce banquet-là, c'est la poésie qui est au centre. C'est la poésie qui est servie ou servie. Sur Facebook, là maintenant, les gens vont taper. Oui, taper Banquet Poétique sur Facebook et direct, tu tombes sur la page. Ouais. Et là, ils vont voir quoi principalement? Oui, comme contenu, on diffuse des contenus web, comme par exemple, on a 4 rubriques pour le moment. À savoir Mon poème incontournable, qui est diffusé, c'est une petite rubrique en vidéo, en format vidéo, qui est diffusée chaque lundi. Et il y a aussi les mercredis, parce que je donne un temps mort afin que les gens puissent un peu digérer les publications, que ça ne soit pas trop intense. Les mercredis, je publie Extrait poème, c'est une autre rubrique. Et les jeudis, il y a aussi... En fait, les mercredis, c'est Challenge Poème. Donc, je publie un poème d'un auteur haïtien ou étranger. Et puis, les jeudis, je publie Extrait Poème. Et les vendredis, c'est les vendredis de la citation poétique. Donc, chaque vendredi, il y a une citation sur la poésie qui prend corps dans le banquet. Est-ce que tu as en mémoire la citation que vous avez dans le banquet pour ce vendredi? Tu t'en rappelles comme ça? Pas mal, pour ce vendredi-là, j'ai déjà travaillé sur ça. C'est La poésie est une clameur de Léo Ferré. Ça, c'est pas mal. La poésie est une clameur. Ferré, il nous a laissé avec des phrases un peu comme ça. Et ce n'est pas la poésie qui illustre le mot. Le mot, c'est le mot qui illustre la poésie. Mais Léo Ferré, qui est un chanteur qu'on invite tout le monde à aller écouter. Tapez sur YouTube Léo Ferré et écoutez Petite, écoutez beaucoup de textes de Ferré. Moi, mon texte préféré de Ferré, c'est La vie d'artiste. À un moment, il s'énerve, il dit plus tard, sans trop savoir pourquoi, un étranger maladroit, disant mon nom sur une affiche, il te parlera de mes succès. Mais un peu triste, toi qui sais, tu lui diras, je m'en fiche. Ah, c'est magnifique. Léo Ferré, que je vous invite vraiment à découvrir. À un moment, il parle dans la chanson, il s'énerve. Allez écouter, mesdames et messieurs, Léo Ferré, que notre ami Charlie Rivage a mis dans Banquet Poétique. Tu as aussi un autre engagement chez Charlie Rivage. Oui. Tu es dans l'organisation d'une quinzaine. Une quinzaine, tu nous diras ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est que cette quinzaine dont on entend parler partout à Port-au-Prince? Oui, en fait, ça fait 2 années. Depuis 2 années, on organise la quinzaine de la poésie féminine. Donc, cette année, qui organise ça? En fait, Plimaï. C'est une structure en ligne. Plimaï, on va déjà s'arrêter là. Plimaï, ça s'appelle. Plimaï, ok, on va rien dire, pas de commentaires. No comment. Oui. Donc en fait, c'est Plimaï qui organise cette quinzaine-là. Et moi, je fais partie de l'équipe. Je suis la chargée de communication pour la quinzaine, mais aussi j'ai d'autres engagements avec Plimaï en tant que collaboratrice. Et en fait, cette quinzaine aujourd'hui, cette année, va s'organiser autour du thème « Quinzaine de la poésie féminine, vers et prose au féminin pluriel ». Donc, ce sera 15 jours d'activité avec comme invité d'honneur Evelyne Trouillot, la grande. Donc, on aura 15 jours d'activité et ça va se lancer
ce samedi-là, avec un entretien d'Evelyne Trouillot, qu'on a organisé avec Evelyne Trouillot. Donc les activités vont se faire virtuellement, en ligne. Il y aura aussi 2 conférences. Il y aura une conférence à Jacmel, il y en aura une aussi à Port-au-Prince, une causerie avec Evelyne Trouillot, notre invitée d'honneur. Et puis, il y aura une mise en lumière qui sera faite sur 5 poétesses dans le cadre de cette quinzaine. Donc, 5 poétesses qui sont déjà installées par la critique ou c'est de jeunes poétesses qui sont en voie de reconnaissance, si je peux dire ça comme ça. Et quelles sont ces 5 poétesses qu'on va découvrir dans le cadre de cette quinzaine de la poésie féminine contemporaine? Dans le cadre de cette quinzaine, on fera une mise en lumière sur Adeline Bonhomme, Mélissa Béralus, il y aura aussi Eunice Eliazar, Janelle Sacheri et puis Shirley Rivage. Ouais, donc vous allez être 5. Et comment le public va-t-il vous découvrir? Qu'est-ce que vous allez faire comme action lors de cette quinzaine, vous 5? Donc, pendant cette quinzaine, nous 5, ce que nous allons faire, il y a des entretiens qui ont été menés sur chaque poétesse, qui seront publiés au jour le jour pendant la quinzaine. Et puis, il y aura aussi des lectures, des performances poétiques. Donc, dans le cadre de ces lectures, le public aura la chance de découvrir ces jeunes poétesses-là, leurs œuvres poétiques et un peu aussi un pan de leur vie aussi. Absolument. Parce qu'on a eu un entretien avec eux, avec ces 5 poétesses qui sont mises en lumière. C'est excellent que de faire cette quinzaine de la poésie féminine. Mais je suis sûr d'une chose, c'est pas pour dire qu'il y aurait une poésie qui serait typiquement féminine. Non, pas du tout. C'est comme l'aurait dit Rinaldo Pierre-Louis, le rédacteur de Plimaï. En fait, la quinzaine de la poésie féminine vers et prose au féminin pluriel, c'est plutôt une forme de résistance culturelle contre la phallocratie, contre le machisme. Tu vois, c'est un élan pour... Plimaï fait ça dans la perspective ou bien dans l'élan de proposer un espace qui soit dédié aux travaux que les femmes font dans le domaine de la poésie. Et votre invité d'honneur, c'est Evelyne Trouillot, qui est romancière, poétesse de son état. Mais j'imagine que tu étais dans le comité qui a jeté son dévolu sur Evelyne Trouillot. Et quel était votre principal argumentaire, les éléments forts pour choisir Evelyne Trouillot? Pourquoi elle? Donc, on avait vraiment pensé à Evelyne Trouillot juste parce que déjà, c'est une écrivaine qui a une œuvre qui est saluée dans le milieu international, comme par la critique, qui est saluée par la critique internationale. C'est une auteure assez connue et aussi elle est disons, quand il s'agit d'activités qui regroupent des jeunes, c'est quelqu'un qui est très ouverte et qui est toujours intéressé à prendre part à ce genre d'initiatives. Donc, du coup, on a fait une lettre, on lui a fait l'invitation et elle a accepté. Sans broncher, elle a accepté. Et voilà, Plimaï qui va organiser cette quinzaine de la poésie féminine, vers et prose au féminin pluriel. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu peux rappeler aux gens comment ils peuvent suivre toutes les activités sur Internet et ça va se passer à partir de quelle date? Donc, ça va se passer à partir de ce samedi 15 août. Ok, donc dès demain 15 août, ça commence dès demain sur le site web de Plimaï, www.plimaï.org. Plimaï s'écrivant P-L-I-M-A-Y. www.plimaï.org. Et puis, on a, dans le cadre de la quinzaine, on a développé 2 partenariats avec 2 belles plateformes, 2 belles structures qui évoluent aussi dans le pays. C'est la Bibliothécom et aussi le Temps littéraire qui sont nos 2 partenaires pour relayer nos activités.
de façon simultanée avec Plimaï. Donc sur Facebook, sur YouTube, ça va être partout. Ouais, les gens vont taper. Et puis, laisse-moi préciser aussi qu'il y a un appel à proposition, un appel à contribution. Donc ces textes-là qui seront sélectionnés dans le cadre de cet appel feront l'objet d'une anthologie qui sera publiée après la Ça va quinzaine. être excellent. Un Plimaï, quinzaine de la poésie féminine contemporaine vers les prose au féminin pluriel. Et ça se passe sur la télévision Caraïbe. Nous vous invitons vivement, mesdames et messieurs, à suivre de la manière la plus poétiquement correcte les activités dans le cadre de cette quinzaine qui met en lumière beaucoup de très jeunes femmes dans ce pays qui engendrent de la poésie. Vous suivez Des livres et vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Merci de continuer à nous suivre. Allez-y, mesdames et messieurs, respirez. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Des livres et vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. À Saint-Jean-du-Sud, ma ville mère, ville orpheline, pendue dans cette danse entrelacée entre corps et ombre, je chante ton corps, corps à corps. À chaque pas, je dessine tes lèvres photographiques, marge irréversible. Tu fus ma pucelle jadis. Saint-Jean-du-Sud, tu viens de cette zone du pays et ça t'arrive que Saint-Jean-du-Sud te manque. Ou du moins, dis aux gens qui te regardent là maintenant, Shirley, qu'est-ce que Saint-Jean-du-Sud a de si particulier pour mériter un poème? Saint-Jean-du-Sud, comme je l'ai précisé, c'est là que j'ai passé la majeure partie de mon enfance. Je suis née là-bas, j'ai fait mes études primaires là-bas, chez les sœurs. Et puis après, je me suis rendue dans la ville des Cayes, au lycée Philippe-Guerrier, pour continuer, pour poursuivre. Saint-Jean-du-Sud, c'est sur la côte. Donc déjà, ça dit quelque chose. Ça dit que c'est merveilleux à voir. Donc il y a une belle plage là-bas, qui s'appelle, cette plage a un nom, c'est Ozanana Beach. Donc c'est extraordinaire, D'Angelo. Il faut que j'aille là. J'aimerais bien un jour que tu t'y rendes. On peut même faire, pour ton prochain livre qui sortira bientôt, on peut même faire l'émission. Oui, on pourra même faire une tournée là-bas. On est au bord de la mer, tout à fait. un maillot de bain, ça va être bien. C'est très magnifique. Ça va être très charmant magnifique là-bas. Donc voilà. Donc là, tu t'es dit, une ville avec cette verdure-là, avec cette mer turquoise, pour reprendre mon bon ami Daniel Inférieur, tu t'es dit, il faut que je donne un poème à cette ville. Ouais. Mais quand tu étais à Saint-Jean-du-Sud, est-ce que tu estimes que jeune, adolescent, est-ce qu'il y avait une vie intellectuelle assez intense dans la ville? Est-ce que les jeunes de ta génération aimaient lire? Est-ce que c'était facile de trouver des livres? Quelle était l'ambiance de cognition poétique, intellectuelle qu'il y avait à Saint-Jean-du-Sud? Il faut le dire sincèrement, à Saint-Jean-du-Sud, il n'y a pas vraiment une ambiance intellectuelle ou cognitive autour du livre. Parce que, d'ailleurs, jusqu'à présent, chose qui me peine, jusqu'à présent, il n'y a pas une bibliothèque à Saint-Jean-du-Sud. Une bibliothèque? Il n'y a pas une bibliothèque là-bas. Donc il faut que la Bibliothèque nationale d'Haïti, je vais en parler au directeur de la DNH, je vais lui dire pour aller à la bibliothèque. Ouais, et en fait, c'est ce qui a fait que je suis venue très tard vers les livres, et parce que dans mon environnement quotidien, il n'y a pas eu des personnes à m'encourager, à part les livres de grammaire, les livres scolaires, tout ça. Donc je n'ai pas vraiment eu une poussée, ou du moins quelqu'un qui m'a
qui m'a conseillé à aller à découvrir cet être-là qui est le livre. Donc du coup, c'est quelque chose. Alors du coup, tu es une héroïne. Comment tu as rencontré le livre? Et si petit, on ne te portait pas vers ça. Non, non. Qui t'a un peu incité à lire? Est-ce qu'au secondaire, tu es tombée amoureuse de ça? Comment es-tu tombée amoureuse de la lecture? Je suis tombée amoureuse de la lecture. J'étais un réto. À cette époque-là, j'ai découvert un poème de René Philoctète qui dit « Je suis venu vers toi, nu et sans bagage. Tu m'as offert des fêlures de ciel tombées sur tes doigts. » Et après cette découverte d'Angelo, sincèrement, je me suis dit « Waouh !» Il faut que, il y a quelque chose à découvrir, il faut que je cherche. Et puis, il y avait une petite bibliothèque au lycée. J'ai fait des recherches, j'ai lu pas mal de bouquins, de livres, de recueils de poèmes. Et puis après, en rentrant à Port-au-Prince, il y a Webzer Corneille qui m'a tendu un texte à la faculté de linguistique appliquée, c'était L'étranger d'Albert Camus. Oui. Et puis après la lecture de L'étranger, je me suis dit, waouh, je suis devenue folle. C'est ce que tu et puis es. voilà, je peux dire que c'était vraiment le déclencheur de cet amour-là. C'est une lecture bouleversante. Ouais. Hein. L'étranger, ce personnage de l'anti-héros, ce console qui est tellement bizarre, qui a du mal à comprendre le monde. Tout à fait. Qui est déconnecté, il est étranger au monde. Il est étranger au monde, C'est vraiment une recommandation de lecture que nous faisons aux jeunes qui nous regardent là maintenant. Lisez absolument L'étranger d'Albert Camus. Vous allez adorer. Déjà, l'incipit. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, j'ai reçu un télégraphe de l'asile, mère décédée en termes de matin. On se dit comment quelqu'un peut ne pas savoir si sa maman est morte aujourd'hui ou demain. Et ce qui va déranger leur sol, c'est de laisser son travail, pour aller au funérail. Maman est morte au mauvais moment quand même. C'est vraiment une lecture fabuleuse, bouleversante et tellement philosophique aussi, hein, qui prouve qu'il y a vraiment des gens qui sont dans le monde, mais qui ne sont pas dans le monde, quoi, qui ont du mal à comprendre l'ordre des choses. Et Shirley, merci de parler de L'étranger, que nous recommandons aux jeunes qui nous regardent. Merci de parler de René Philoctète, hein, que nous recommandons comme poète aux jeunes qui nous regardent. René Philoctète, qui a écrit, à mon avis, Shirley, le plus beau poème d'amour des 30 dernières années, Marga. Partout dans mon poème, Marga est une lune en visite à la terre. Comment peut-on dire autant de poésie à une seule femme, hein? N'est-ce pas magnifique? Mais Shirley, toi, tu fais un poème et à la page 30, tu écris « Je n'ai pas vu naître ce jour. Il vit encore dans nos pas perdus, entre les lignes de ton regard. » Ce poème m'a fait penser un peu à un poème de René de Pestre, quand il dit « Je ne viendrai pas ce soir tisser au fil de ton regard. » J'ai envie de te dire, Shirley, est-ce que tu écris consciemment avec ta mémoire littéraire? Pas forcément, parce que d'ailleurs, quand j'écris, j'ai pas vraiment les poètes que j'adore en mémoire quand j'écris. Et donc du coup, c'est pas... Non, quand j'écris pas avec une mémoire littéraire des auteurs, des poètes que j'aimais, que j'aime et qui sont des auteurs fétiches pour moi. Comme Georges Castrat, peut-être. Si tu aurais pu déceler une ressemblance à Georges Castrat, ça, j'aurais dit, ça se pourrait. Parce que souvent, c'est Georges Castrat qui me vient en tête. Castrat encore, j'ai vraiment une invitée, mesdames et messieurs, qui vous fait de bonnes recommandations de lecture, tout en écrivant elle-même de son côté, avec panache. Là, elle vous recommande de lire Georges Castrat. Tu as un vers de Castrat en mémoire, Shirley? Ah oui, beaucoup. Et là, je m'en vais au plus précieux pour moi. Quelquefois, je redeviens mortel, mon amour, accessible, cherchant dans la rue le champ libre de tes yeux.
pour Voilà. rattraper le soleil au pas de course, empaqueter tes mains, faire un grand trou dans les mots, te parler avec des phrases mal parties. Des Ouais, phrases c'est qui ratent le le train. Moi, j'adore c'est- ça, des phrases qui rate le train. Comment une phrase peut rater Rater un le train? train. Kafka, c'est extraordinaire, Mais c'est magique. c'est ce qui s'appelle vraiment explorer les impossibilités du Du langage. langage, voilà. C'est ce que Ouais, Castrano fait. ouais, Hein. ouais. Mais ce poème-là que je viens de lire est dédicacé à une personne. Shirley, est-ce que pour toi, chaque poème est un acte d'amour vers une personne? Euh, Soit d'amour ou de désamour oui, vers une il se personne. peut que c'est un acte de désamour, un acte d'amour. Oui, ça l'a été. Ça a été un acte d'amour vers une personne, vers quelqu'un qu'à cette époque j'avais aimé, Mais est-ce ouais, que que tu- j'aimais, quoi. Ouais, est-ce que tu vis ta vie privée comme une poétesse? J'entends par là, est-ce que tu ne peux aimer que par la poésie? Est-ce ta manière d'être au monde? Quand tu aimes quelqu'un, tu fais des poèmes pour la personne. Est-ce ta manière d'être dans l'amour? Bon, pas seulement dans l'amour, dans tout. Quand je veux exprimer aussi ma colère, mon désespoir de Port-au-Prince, quand je veux aussi exprimer ma tristesse, donc je parle, j'écris. Donc, soit j'écoute de la musique ou je prends mon ordinateur et puis j'écris quelque chose. Donc, voilà. En parlant de Port-au-Prince, tu dis Port-au-Prince dans ma poésie, verbe à conjugaison précoce. Est-ce que Port-au-Prince ne reçoit plus de prince depuis des années? Ah ben oui, depuis des lustres. Où sont les princes de ce port? Où sont les princesses de ce port? ce Hein? port, ouais. Je dis ça, je dis rien. Moi, quand je regarde la rue du Centre, je me dis, où sont passés les princes de cette ville? De Hein? cette ville. Cette rue est devenue un garage. Comment peut-on faire des rues de cette ville un grand garage à ciel ouvert? Hein? Quand ce n'est pas des garages, c'est des restaurants, des bars partout. Ouais. Il faudrait que les Petits citoyens de la sourires, ville, Tout voilà. ça, c'est... Il faudrait que les citoyens de la ville comprennent que cette ville, elle est à nous. On ne peut pas la banaliser et parce que lorsque des délégations étrangères vont nous visiter et vont se rendre compte de la manière dont nous traitons nos rues, ils vont nous traiter de la même manière également. Oui. Donc c'est important hein, et que mes frères, mes sœurs haïtiens comprennent que la ville, elle est à nous. Il faut la garder saine, S-A-I-N-E. Énigme des nuits dans l'horizon de mots. Je chatouille ma plume sans force, je trébuche, je suis une feuille morte. Orgasme en tache d'encre, nuit froide, jour ensanglanté, une litanie continuelle, chuchotée dans une profondeur obscure. Blanche comme une feuille inerte, mon âme s'en va nette. Je complote ma mort. Je suis un suicide à rue déserte. Tu complotes ta mort chez les rivages. Est-ce que tu as un souvenir de toi complotant ta mort dans un poème? Oui, quand j'écrivais ce poème-là, je me rappelle. En fait, c'était vraiment à un moment extrêmement douloureux, triste de ma vie, parce que à cette époque-là, je venais tout juste de perdre ma maman. C'était en 2011. Tu nous envoies désolé. Donc, ouais, et puis, je me sentais coupable. Et puis, voilà, j'ai pondu ce poème parce que pour moi, c'est comme si c'était moi qui l'avais tué. Donc, c'est pour ça que j'avais écrit ce poème. Parce que tu Et penses n'avoir pas été là avec Oui, elle n'avoir pas lors été de là. ces derniers moments. Je n'ai pas été là et je n'ai pas su répondre aussi au bon moment. Je n'ai pas su agir au bon moment. Voilà. Ouais. C'est fort triste, Shirley, tu nous vois désolé. Et, tu nous fais un poème à la page 59, tu nous fais mordu, handicapé, maltraité, naufragé, exilé, piétiné, oublié, pillé. Laisse ma poésie te frayer le chemin dans les seins de ma terre enfragellée par des impérialistes inhumains. Est-ce que là, c'est la Shirley politique qui prend la parole quand la Shirley dénonce l'impérialisme, quand la Shirley dit ah ben, ta terre est une terre qui est enfragellée, tu écris ça en créole et tu dis attention, hein, si ma terre est enfragellée, et je sais qui sont les coupables. Oui, c'est ça, parce que d'ailleurs, il y a Aimé Césaire qui a dit la poésie est une insurrection contre la société.
Alors moi, je pense que le poème, ou du moins la poésie, c'est pas quelque chose qui doit seulement se fermer dans l'amour, à dire l'amour. Il faut aussi dire le mal de vivre aussi. Parce que, d'ailleurs, même dans mon cas par exemple, ou du moins dans le cas de quelqu'un qui aime une autre personne et qui ne peut pas avouer ça, un amour discret. Donc ça, c'est un mal de vivre, c'est quelque chose que tu ne peux pas exprimer, que soit tu ne peux pas l'avouer à la personne. Donc là, il y a un mal de vivre. Donc ce mal de vivre-là, ça peut provenir soit du pays, soit d'un amour que tu n'as pas pu avouer, soit voilà. Donc c'est pour ça que dans ce recueil-là, tu vas voir qu'il y a aussi des poèmes qui sont pour moi un acte politique, parce que d'ailleurs je me suis jetée dans la lecture et aussi dans l'écriture, qui est un acte pour moi politique. Dire qu'en ce temps-là, que vous avez un livre en main que tu lis, c'est déjà un dépassement de soi, parce que la société ne vous offre pas cette capacité-là, cet avantage-là. Alors, Shirley, tu as une forte chance dans ta vie. Et je rappelle que tu es aussi bibliothécaire. Tu as ça aussi comme profession. C'est-à-dire, toi, tes journées, tu les passes dans les livres. Ah ben oui. Donc, toi, c'est ton travail ouais. que de soigner les livres, il me semble. Hein. Mais il y a quand même un jeune qui a 16 ans qui entend bibliothécaire, bibliothéconomie. Dis rapidement à un jeune qui te regarde là maintenant en quoi consiste ton métier de bibliothécaire. Quel travail fais-tu? En fait, en tant que bibliothécaire, bon, il faut préciser, là maintenant, je travaille en tant que bibliothécaire médiatrice en droits humains à la Focale. En tant que bibliothécaire, déjà, j'ai la responsabilité non seulement de prendre soin des livres, mais aussi les personnes, ou du moins les personnes qui vont venir dans la bibliothèque aussi, je les dirige. Et parfois, il y a une personne qui peut venir dans la bibliothèque et te dit c'est pour la première fois que je suis venue, est-ce que tu peux me référer un livre? Donc là maintenant, il faut que tu sois quelqu'un qui a déjà cette habitude, l'habitude de lire, et pour pouvoir référer un livre à la personne, afin qu'après, il ne soit pas déçu. Donc, on fait le traitement, l'indexation des livres, la cote aussi, en tant que bibliothécaire. Vous cataloguez, quoi? Cataloguer, oui, il y a ça aussi, il y a le catalogage. Et en tant que médiatrice, la fonction que j'assure en tant que bibliothécaire médiatrice, c'est comme je fais, parce que dans la bibliothèque aussi, il y a une collection de livres en droits humains. Et comme en 2019, juillet 2019 plus précisément, j'ai suivi une formation en droits humains en France et à Strasbourg. Et aussi pendant le confinement en mai, j'ai suivi une formation avec l'Organisation internationale de la francophonie et l'Université Poitiers sur l'éducation aux droits humains. Donc du coup, ça m'a donné un peu de bagage en plus pour pouvoir traiter ou du moins faire la médiation par rapport aux livres, au contenu des livres qui existent dans la bibliothèque Monique Calixte qui traitent des droits humains. Absolument, c'est un travail très technique, très précis. Et je profite de cet instant pour remercier encore toute l'équipe de Focale. Ça, je l'ai déjà fait, je vais continuer à faire ça. Moi, cette bibliothèque, la bibliothèque Monique Calixte, a une place très importante dans ma vie parce que adolescent, 14 ans, 15 ans, c'est là que j'allais lire. Et cette bibliothèque, elle est bien équipée, elle est bien organisée. C'est une bibliothèque qui existe dans les normes internationales, un standing, c'est bien fait, c'est sécurisé, les frais, on est confortable pour y lire. Vraiment, je tiens à saluer le travail de toute l'équipe de la Focale qui a pu proposer à Haïti une bibliothèque standard, digne de ce nom. Et j'invite tous les jeunes qui nous regardent là maintenant, une fois que cette histoire de Covid sera quelque peu gérée,
à se faire une carte à la bibliothèque Monique Calixte, qui est une bibliothèque vraiment élégante, bien équipée, avec des bibliothécaires très formés, très imbus de leur métier et qui fournissent un service à la communauté qui est de qualité. Chérie, nous sommes à la fin de l'émission. Je vais seulement te demander maintenant de lire un poème de ton choix que tu vas laisser comme cadeau aux gens qui t'ont suivi. Merci encore une fois à Iris qui nous a concocté ce jus d'avocat. Il faut le faire, il faut le vouloir. Ce n'est pas donné à tout le monde que de déguster un jus d'avocat. Et je remercie aussi Patrick Monsillac qui m'a permis de comprendre qu'il était possible de faire du jus avec l'avocat. J'y aurais jamais pensé. Et Castor qui me dit quelques temps après, Castor, mon frère, qui me dit mon cher, tout ce qui est mangeable est buvable. N'est-ce pas? C'était sa phrase. Il m'a dit tout ce qui est mangeable est buvable. Il s'appelle Castor Chinadoupi. Chérie, dis-nous un poème de ton choix. Voilà. Je n'ai pas voulu perdre tes pas, des pieds nus brûlés sur l'asphalte. J'ai voulu contempler ton visage au bord du rivage en insomnie. Tes gestes exilés, fantasmes. Tu marches entre les parenthèses de mon amour. Je suis ta conjugaison. Voilà. Je suis ta conjugaison. Tu ne saurais être plus éloquente, chère Rivage. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ce que tu fais. Merci pour cette quinzaine. Merci pour Banquet Poétique. Et il faut que la génération à laquelle nous appartenons, toi et moi, continue dans cette ligne-là à créer de la valeur dans ce pays. C'est de cette manière-là qu'on pourra continuer à garder la nation vivante. L'avenir, mesdames et messieurs, ça n'existe pas. L'avenir est un présent sophistiqué. C'est chaque jour qui est l'avenir. Chaque action que vous posez dans le présent, c'est l'avenir que vous inventez. Mais il n'y a pas une donnée temporelle extérieure à nous qui s'appellerait l'avenir ou le futur. L'avenir, rappelez-vous de ça, ça n'existe pas. L'avenir est un présent sophistiqué. Donc que chaque jour de votre vie soit l'occasion pour vous d'inventer de grandes choses, de créer de grandes choses et de vous basculer dans le progrès, dans le bonheur. Modèle, le livre est parti, les mains Shirley, mais je monte ça encore à la caméra. Modèle que je vous invite à lire. Et je remercie encore une fois mon invité et je remercie mais vraiment toute l'équipe technique de la télé qui me permet de vous présenter cette émission. Serge Gonzalez avec sa queue de cheval, Greg Boulle qui fait le son, Alphonse qui réalise l'émission, Gamin qui est toujours là, Fekir qui commence un peu à vieillir, n'est-ce pas, 75 ans cette année, on est très content. À 75 ans, Fekir est toujours dans l'équipe, il faut le faire. Hein. Émilie qui fait le maquillage. C'est une grosse équipe qui nous permet la mise en onde, qui fait un travail fabuleux, le montage avec Jimmy et Spencer qui nous fait des photos magnifiques. Il s'appelle Spencer Orphée, donc il est pas loin de Morphée, le dieu du sommeil, mais il n'aime pas beaucoup dormir, c'est déjà ça. Et ça nous donne une grosse équipe qui nous propose l'écosystème qui s'appelle Délivrez-vous. Et je tiens à dire à tous les gens qui nous suivent régulièrement, particulièrement tous les policiers. Hein. Hier soir encore, j'en ai croisé plein sur ma route qui m'ont témoigné à quel point ils adoraient regarder l'émission Délivrez-vous. Je remercie tous ces policiers qui n'arrêtent pas de me dire, mon cher, nous sommes avec toi dans cette démarche, nous regardons cette émission et nous aimons ce travail qui est fait pour que la promotion du livre, de la lecture soit faite en Haïti. Chapeau bas, messieurs les policiers, vous qui regardez régulièrement cette émission, ainsi que tous les autres individus, les autres personnalités qui sont dans d'autres corps de métier qui nous suivent régulièrement. Et un message spécial à ces jeunes qui nous regardent là maintenant, continuez à charbonner votre intelligence, continuez à investir en vous-même, peu importe le domaine qui vous intéresse dans la vie, investissez-vous à fond et avec conviction dans ce qui vous intéresse et le succès va tomber sur vous comme une étoile qui vous tomberait sur la tête. Et ne faites pas attention à ce que les autres vont dire sur vous. Ne faites pas attention au mal que les autres vont vouloir vous faire. Continuez à inventer votre avenir. Continuez à vous créer une personnalité. Merci de nous suivre. Merci à Patrick Monsillac qui vient à peine d'arriver sur ce plateau. Je vous dis, gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.